Billionaire Library. Tu n'as pas un problème de pensée, tu as un problème de contrôle. Et tant que tu essaies de tout prévoir, tu t'empêches de vivre, d'agir et de gagner. Chapitre 1. Le piège de la pensée infinie. Tu connais ce moment. Tu veux avancer, tu as une idée, une décision simple, un message à envoyer, un projet à lancer. Et au lieu d'agir, ton cerveau ouvre 10 onglets, et chacun parle plus fort que l'autre. Et tu appelles ça réfléchir. En réalité, c'est de l'overthinking, un excès de pensée qui ressemble à de l'intelligence, mais qui produit surtout de la lenteur, de la fatigue et un sentiment d'être coincé dans ta propre tête. Le pire, c'est que ça te donne l'illusion d'être prudent alors que tu es juste paralysé. Arrêtons de romantiser ça. Trop penser n'est pas être profond. Trop penser est souvent une forme raffinée de peur. Peur de te tromper, peur d'être jugé, peur de perdre, peur de regretter. Alors tu analyses encore, tu pèses tout, tu cherches le moment parfait, la phrase parfaite, le plan parfait. Et tu finis avec le résultat le plus dangereux de tous. Rien. Ton cerveau croit qu'il te protège. Il ne fait que retarder ta vie. Regarde ce que l'overthinking détruit en silence. Il vole ton focus, il divise ton énergie, il crée des problèmes imaginaires, il transforme une décision de 5 minutes en un tunnel de 3 jours. Et surtout, il te fait perdre le momentum, ce capital invisible qui fait la différence entre une personne qui progresse et une personne qui stagne. Là où ça devient critique, c'est que l'overthinking touche directement l'argent et la réussite. Les opportunités ne t'attendent pas, les relations non plus. Un business ne se construit pas avec des scénarios, il se construit avec des actions imparfaites répétées. Un investisseur ne gagne pas parce qu'il a tout prévu, il gagne parce qu'il sait gérer l'incertitude sans paniquer. Une carrière n'explose pas parce que tu as trouvé le plan idéal, elle explose quand tu deviens la personne qui exécute même quand elle doute. Je vais te dire une vérité qui peut te libérer. Tu ne peux pas penser ta vie vers la clarté, tu dois agir vers la clarté. La clarté est une récompense de l'action, pas un prérequis. Et pourtant, ton cerveau te raconte l'inverse. Il te dit « attends d'être sûr, attends d'être prêt, attends d'avoir toutes les infos ». Mais la vie ne se donne pas comme ça. La vie te donne des signaux quand tu bouges. Imagine un jeune entrepreneur. Il a une idée simple, une offre, un service, rien de révolutionnaire. Il peut contacter 10 personnes aujourd'hui. Mais il se met à réfléchir. Et si on me dit non? Et si mon prix est trop haut? Et si je ne suis pas légitime? Et si je ne suis pas assez bon? Résultat, il ne contacte personne. Le soir, il se sent nul. Le lendemain, il se motive en regardant des vidéos. Il appelle ça se former. Mais il évite la seule chose qui compte, l'exposition, l'action, le vrai feedback. Le même entrepreneur version disciplinée fait autre chose. Il se donne une règle, 10 messages, un seul modèle, pas de débat intérieur. Il envoie. Il reçoit des non. Il reçoit aussi 2 oui. Et surtout, il apprend. Son cerveau se calme parce qu'il a des données réelles. L'overthinking est souvent le bruit d'un cerveau qui n'a pas d'informations concrètes. Il remplit le vide par de l'imagination. Tu n'as pas besoin de plus de pensée. Tu as besoin de preuves. Maintenant, comprends le mécanisme. L'overthinking, c'est un cycle. Déclencheur, tension, pensée en boucle, tentative de contrôle, fatigue, évitement, culpabilité. Et ensuite, le même déclencheur revient plus fort. Parce que ton cerveau a appris une chose. Penser soulage sur le moment. Agir fait peur, donc il choisit penser. Et à force, tu deviens très fort dans un domaine inutile. Produire des scénarios. On va casser ça avec une solution simple. Pas facile, simple. La solution, c'est de transformer la pensée en décision et la décision en mouvement, en moins de 2 minutes. Je te donne une règle de mentor. Quand ton cerveau commence à tourner, tu poses une question unique. Quelle est la prochaine action physique, visible, réalisable en moins de 5 minutes? Pas le plan complet, pas la stratégie, la prochaine action. Écrire un message, ouvrir le document, faire l'appel, mettre la tenue de sport, ranger le bureau, envoyer la facture, noter 3 points. 5 minutes. Pourquoi ça marche? Parce que l'overthinking vit dans l'abstraction, l'action vit dans le réel, et le réel calme la tête. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais si je fais un mauvais choix. Ici, il faut être adulte.
Aucun choix n'est sans risque, mais ne pas choisir est un choix aussi. Et c'est souvent le pire, parce qu'il garantit une chose, zéro progrès. Tu préfères quoi? Le risque d'un petit faux pas ou la certitude d'une stagnation élégante? Il y a une seconde clé. L'overthinking vient souvent d'une identité fragile. Si tu crois que te tromper te définit, tu vas tout calculer. Si tu comprends que te tromper t'entraîne, tu avances. Les gens solides ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais, ce sont ceux qui récupèrent vite. Un investisseur expérimenté sait perdre. Un leader expérimenté sait être mal compris. Un entrepreneur expérimenté sait se faire rejeter. Il ne cherche pas le confort, il cherche la progression. L'overthinking est la recherche d'un monde sans inconfort. Ce monde n'existe pas. Donc on change l'objectif. On ne cherche plus à éviter l'inconfort, on cherche à devenir stable dedans. C'est ça la puissance. Prends une situation de relation. Tu veux dire quelque chose d'important. Tu repousses, tu analyses chaque mot, tu te demandes comment l'autre va réagir. Résultat, tu te tais. La tension grandit. Et quand tu parles enfin, tu exploses. Pas parce que tu es mauvais, parce que tu as accumulé de la pression mentale. L'overthinking n'est pas neutre. Il stocke de l'émotion. Et un jour, ça sort. La solution dans les relations est la même. Une phrase simple, vraie, courte, dite tôt, calme, sans justification. Le corps détendu, l'égard stable. L'overthinking adore les discours, la maturité adore la clarté. Même chose avec ta carrière. Tu veux demander une augmentation, tu attends le moment parfait, tu répètes dans ta tête, tu imagines les objections, tu te fais peur et tu repousses. Pendant ce temps, quelqu'un de moins compétent mais plus direct prend ta place. Pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il est plus présent. L'overthinking te fait perdre des places que tu méritais. Alors écoute bien, la vraie solution n'est pas de penser moins, c'est de penser mieux et plus court. Une pensée utile doit se terminer par une décision, sinon ce n'est juste un bruit. Je vais te donner un protocole simple que tu peux utiliser aujourd'hui. 3 étapes. Observation, choix, action. Observation. Nommer ce qui se passe. Je suis en train de suranalyser. Rien que ça réduit le pouvoir de la boucle. Tu te sépares du phénomène, tu n'es pas ton overthinking, tu l'observes. Choix. Tu choisis un principe, pas une émotion. Un principe comme « je préfère l'action imparfaite à l'imparfaite action » ou « je ne négocie pas avec la peur » ou « je collecte du réel, pas de scénario ». Action. 5 minutes. Immédiat. Tu fais quelque chose de visible. Ce protocole est court, mais il est violent pour l'ego, parce qu'il retire l'excuse de « je réfléchis ». Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'élégant. L'overthinking est souvent une preuve que tu as de l'ambition. Les gens qui n'ont pas d'ambition ne tournent pas autant dans leur tête. Ils subissent. Donc il ne faut pas te mépriser, il faut te discipliner. Canaliser cette puissance mentale dans le réel. Ton cerveau est une Ferrari, mais tu la laisses tourner au point mort. Tu n'as pas besoin de plus de contrôle, tu as besoin de plus de mouvement. Et voici le moment waouh de ce chapitre. La plupart des gens ne sont pas bloqués par la complexité de leur situation. Ils sont bloqués par l'addiction à la certitude. Ils veulent être sûrs avant de vivre. Mais la vie ne romance pas la certitude, elle romance le courage calme. Ce livre va t'apprendre à remplacer l'addiction à la certitude par une nouvelle compétence, la capacité de décider vite, rester stable et corriger en route. C'est ça qui conduit la confiance, c'est ça qui conduit la richesse, c'est ça qui conduit une vie forte. Abonne-toi à The Millionaire Library et si tu veux aller plus loin, je t'ai laissé une playlist complète dans la description. Chapitre 2. La technique de l'arrêt net. L'overthinking n'est pas un trait de caractère, c'est une habitude neurologique. Une boucle que ton cerveau a appris à déclencher pour te donner une sensation de contrôle. Et comme toutes les habitudes, elle suit un schéma. Un déclencheur, une réaction, une récompense. Le déclencheur, c'est une situation incertaine, un message important, une décision d'argent, une peur sociale, une opportunité. La réaction, c'est la rumination. Tu analyses, tu compares, tu imagines, tu rejoues. Et la récompense, c'est étrange mais réel, tu ressens un soulagement momentané parce que tu as l'impression de faire quelque chose, même si tu n'as rien fait dans le réel. Ton cerveau aime ce soulagement,
il recherche, il le répète, et à force, ça devient automatique. Donc la question n'est pas « comment réfléchir moins ?». La vraie question est « comment couper la boucle au bon moment ?» Pas après 2 heures, pas après une nuit blanche, au moment où la première étincelle apparaît. Tu vas apprendre une technique très simple. Elle a l'air trop simple. C'est justement pour ça qu'elle marche. Elle ne dépend pas de ta motivation, elle dépend d'un geste mental clair et d'un mouvement physique court. Je l'appelle l'arrêt net. C'est une séquence en 4 étapes. Nommer, réduire, déplacer, exécuter. Nommer. Dès que tu sens la boucle démarrer, tu nommes le phénomène. Pas avec poésie, avec précision. Je suis en train de suranalyser, je suis en train de ruminer, je suis en train d'anticiper pour me rassurer. Le simple fait de nommer crée une distance. Tu reprends le volant. Tu cesses d'être dedans. Tu deviens l'observateur. Et l'observateur peut choisir. Réduire. Tu réduis la question à sa forme la plus simple. Une phrase, pas un roman. L'overthinking gonfle les choses. Il crée des ramifications. Il mélange. Il dramatise. Toi, tu compresses. La vraie question, c'est quoi ? Est-ce que j'envoie ce message aujourd'hui, oui ou non ? Est-ce que j'accepte cette offre, oui ou non ? Est-ce que je travaille sur ce projet maintenant, oui ou non ? Tu vas remarquer quelque chose. Quand la question devient claire, la peur devient visible. Et ça, c'est une victoire. Parce que tu peux traiter une peur. Tu ne peux pas traiter un nuage. Déplacer. Tu déplaces l'attention de la tête vers le corps. Pourquoi ? Parce que l'overthinking est alimenté par une énergie nerveuse, une tension, une agitation, une respiration haute, un cœur qui accélère. Tant que ton corps est en alerte, ton cerveau cherchera des scénarios. Donc tu fais un reset corporel rapide, 2 respirations lentes et profondes, une longue expiration et surtout tu relâches la mâchoire. La mâchoire est un interrupteur. Quand elle est serrée, ton système est en combat. Quand elle s'ouvre légèrement, ton système revient vers le calme. Ce sont des détails, mais ce sont des détails qui contrôlent ton destin. Exécuter. Maintenant seulement, tu fais une action physique de moins de 5 minutes, toujours, même si c'est minuscule. Tu écris la première phrase, tu envoies la version simple du message, tu ouvres ton tableau financier, tu notes 3 options, tu prends rendez-vous, tu ranges une chose, tu fais une pompe. Ce n'est pas l'action qui est importante, c'est la preuve que tu n'es pas prisonnier, la preuve que tu peux bouger même quand ton cerveau crie. Le principe est brutal, chaque boucle doit se terminer par un mouvement. Sinon, tu renforces la cage. Maintenant, appliquons ça à l'argent, parce que c'est là que beaucoup de cerveaux s'embrasent. Beaucoup de jeunes adultes ambitieux suranalysent l'argent parce qu'ils ont peur de se tromper. Ils lisent tout, ils comparent tout, ils attendent le bon moment. Ils finissent par ne rien faire ou par faire un geste impulsif après des semaines de tension et ils se punissent ensuite. Le problème n'est pas l'argent, le problème est l'absence de règles. La règle est simple. Tu ne prends pas de décision financière dans une tempête émotionnelle. Si tu es nerveux, tu es aveugle. Donc tu utilises l'arrêt net. Tu nommes « je suis en train de chercher une certitude impossible », tu réduis. La vraie question est « est-ce que je peux commencer petit, régulièrement, sans jouer au génie ?» Tu déplaces, tu respires, tu relâches, puis tu exécutes. Un virement automatique modeste, une décision récurrente, une action calme. L'overthinking déteste les systèmes parce que les systèmes le rendent inutile. Un esprit riche adore les règles simples. Passons à la carrière. Tu suranalyses souvent quand tu veux bien faire. Tu prépares un email pendant 2 heures, tu ajustes ton CV 20 fois, tu hésites à demander un retour. Ton cerveau cherche à éviter le rejet, mais le rejet n'est pas évitable, il est négociable. Et plus tu t'exposes tôt, plus tu construis une peau mentale. Imagine 2 profils. Le premier attend d'être parfait. Le second envoie une version propre à 80%. Le second obtient des réponses, des corrections, des opportunités. Le premier obtient une chose, le sentiment d'avoir travaillé, mais il n'a pas avancé. L'overthinking te donne une fausse sensation de productivité. Il te fait croire que tu avances parce que tu es fatigué. La fatigue mentale n'est pas un KPI. Maintenant, les relations. C'est le terrain préféré de l'overthinking. Tu relis une phrase, tu interprètes un silence, tu imagines des scénarios, tu construis des films. Puis tu changes ton comportement sur la base d'un film. Tu deviens froid ou collant ou distant et tu crées exactement le problème que tu craignais. L'arrêt net est là encore une arme. Nommer.
Je suis en train d'inventer. Réduire. La vraie question est, est-ce que je peux demander clairement au lieu d'interpréter? Déplacer, respire, détends ton visage, exécuter. Un message simple, une question courte, sans accusation, sans roman, juste du réel. Le réel protège ton cœur, les scénarios le torturent. Maintenant, je veux te montrer une nuance très importante. Il existe deux types d'overthinking. Le premier est anxieux, il cherche à éviter le danger. Le second est ambitieux, il cherche à maximiser la performance. Le second est plus subtil parce qu'il ressemble à de l'excellence. Tu veux améliorer, tu veux faire mieux, tu veux la meilleure stratégie et tu passes de l'amélioration à l'obsession. Le signe que tu as basculé est simple, tu réfléchis plus que tu exécutes. À partir de ce moment, l'arrêt net s'applique aussi, même si l'intention est noble. Tu n'as pas besoin de la meilleure idée, tu as besoin de la prochaine version testée. La réalité te corrigera plus vite que ton cerveau. Je vais te donner une autre règle de mentor millionnaire. La décision parfaite n'existe pas. Il existe une décision suffisamment bonne, prise à temps et corrigée vite. Les gens qui gagnent, ce ne sont pas ceux qui ont eu raison dès le départ, ce sont ceux qui se sont ajustés sans schème. L'overthinking est souvent un refus d'ajuster, parce que ajuster implique d'admettre que tu ne savais pas, et ton ego déteste ça. Mais ton futur adore ça. Maintenant, voici un petit rituel quotidien, très simple, qui va réduire tes boucles en profondeur. Une fois par jour, tu prends une feuille ou une note et tu écris 3 lignes. Qu'est-ce qui tourne dans ma tête? Quelle est la question réelle? Quelle est l'action de 5 minutes? Tu fais l'action immédiatement. Ce rituel entraîne ton cerveau à transformer les pensées en comportement. Tu deviens quelqu'un qui tranche. Et quand tu deviens quelqu'un qui tranche, tu deviens quelqu'un qui avance. Et quand tu avances, tu gagnes. Pas par magie, par momentum. Je veux finir ce chapitre avec un moment waouh très clair. Ton cerveau ne s'arrêtera pas parce que tu lui dis d'arrêter. Il s'arrêtera quand tu lui prouveras qu'il n'a pas besoin de tourner pour te protéger. Chaque fois que tu coupes la boucle et que tu agis calmement, tu enseignes à ton système une nouvelle vérité. Je peux vivre l'incertitude, je peux bouger sans certitude, je peux corriger en route. Cette vérité-là construit une confiance qui ne dépend plus de tes humeurs. Chapitre 3. L'arme secrète, les contraintes. Quand tu as trop de liberté, ton cerveau panique. Il croit que chaque décision est une porte qui ferme toutes les autres, alors il hésite. Il compare, il recommence, il tourne, et il appelle ça prendre du recul. En réalité, il fuit la responsabilité du choix. La solution la plus simple, la plus élégante, c'est la contrainte volontaire. Un cadre que tu choisis, une règle qui te protège, une limite qui coupe les branches inutiles. Les gens stables ne sont pas ceux qui pensent moins, ce sont ceux qui décident dans un cadre. Observe les moments où tu suranalyses le plus. C'est presque toujours dans 3 zones. Quand il y a une incertitude élevée, quand l'enjeu émotionnel est fort, quand tu as trop d'options ouvertes. Un business, une carrière, une relation, ta santé. Dans ces domaines, ton cerveau veut la garantie. Il veut l'absence de regret. Il veut le zéro risque. Il ne l'aura jamais. Donc, il compense en pensant. Et plus il pense, plus il se fatigue. Et plus il se fatigue, plus il pense mal. Cercle fermé. Tu vas briser ce cercle en faisant l'inverse de ton instinct. Au lieu d'ajouter des informations, tu vas retirer des possibilités. Les contraintes sont une forme de luxe mental. Elles te donnent un chemin au lieu d'un labyrinthe. Je te donne une première contrainte très puissante, la règle des 2 options. Quand tu bloques, tu réduis la décision à 2 choix maximum. Pas 3, pas 5. 2. Oui ou non, maintenant ou plus tard, A ou B. Pourquoi 2? Parce que 2 te force à assumer. À 3, tu te caches dans l'option au cas où. À 5, tu te noies. 2 te rend adulte. Exemple, argent. Tu hésites à commencer à investir. Ton cerveau te propose 1000 variantes. Quel support, quel timing, quelle stratégie, quel risque, quelle plateforme? Tu t'épuises. Règle des 2 options. Option A, je commence petit, régulier, automatique, avec un plan simple. Option B, je ne commence pas ce mois-ci et j'assume le coup de retard. 2 options. Tu choisis et tu avances. Tu remarqueras un détail intéressant. Dès que tu assumes, la tension baisse. Exemple carrière, tu hésites à changer de job. Au lieu d'ouvrir 10 scénarios, tu réduis. Option A, je reste et j'améliore ce poste pendant 90 jours avec un plan clair.
Option B, je cherche activement et j'envoie des candidatures chaque jour pendant 30 jours. Deux chemins, tu choisis un chemin, tu t'y tiens, tu récoltes du réel. Maintenant, deuxième contrainte, la règle du temps. Beaucoup d'overthinkers vivent sans deadline, donc leur cerveau n'a aucune raison de conclure. Il peut tourner éternellement. Tu vas faire l'inverse, tu mets une limite de temps à la réflexion. Timebox. Pour une décision moyenne, 15 minutes. Pour une décision importante, 48 heures maximum, avec un créneau précis pour décider. Pas quand je serai prêt. Mardi 18 heures et tu notes la décision. Quand tu mets du temps, tu retires le luxe toxique de l'hésitation. Je vais te dire une vérité de terrain. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus de temps pour décider. Ils ont besoin d'une permission de décider imparfaitement. La deadline crée cette permission. Troisième contrainte, la règle du test. Au lieu de chercher la meilleure décision, tu cherches le meilleur test. Un test est une action qui te donne des données. Tu ne te demandes plus « est-ce une bonne idée ?», tu te demandes « comment je peux le vérifier rapidement ?» C'est une mentalité d'entrepreneur et c'est aussi une mentalité de personne libre. Tu veux lancer une offre, teste. Tu écris une page simple, tu proposes à 10 personnes, tu vois la réponse, tu ajustes. Tu n'as pas besoin de penser pendant 3 semaines. Le marché te répond en 3 jours si tu fais les bons tests. Tu veux savoir si une personne est alignée avec toi, teste. Tu proposes une discussion claire, un rendez-vous, une question directe, tu observes la cohérence. Tu n'as pas besoin de construire un film. Tu veux savoir si tu peux tenir une routine, teste. Tu fais 7 jours, pas 7 mois, 7 jours. Tu observes, tu ajustes, tu recommences. L'overthinking adore les projets gigantesques. Le test adore les cycles courts. Une contrainte bien placée transforme l'angoisse en méthode. Je veux te raconter une micro-histoire. Un jeune cadre ambitieux reçoit une proposition de poste à l'étranger. Il panique, il veut tout analyser. Il passe des soirées à lire, à calculer, à imaginer 1000 futurs. Il dort mal, il devient irritable, il commence à perdre sa performance actuelle. Et surtout, il n'a toujours pas décidé. Un mentor lui dit une phrase simple, « Tu as besoin d'un cadre, pas d'une réponse parfaite ». Il fixe 3 critères non négociables, impact sur carrière, stabilité financière, qualité de vie. Ils donnent un score simple à chaque option, puis ils ajoutent une règle, décision dimanche 20h. Résultat, il décide. Et le plus surprenant, c'est ce qu'il ressent après. Pas une certitude totale, mais un calme immédiat, parce que son cerveau n'a plus à porter la boucle. Il a un chemin. Tu dois comprendre ça. Le but n'est pas de ne jamais douter. Le but est de ne plus vivre à l'intérieur du doute. Les contraintes créent une sortie. Maintenant, parlons de la racine émotionnelle. Pourquoi tu refuses de choisir ? Souvent parce que tu confonds décision et jugement de valeur sur toi. Tu crois que si tu fais le mauvais choix, tu es mauvais. C'est faux. Un choix n'est pas une identité. Un choix est un mouvement. Et un mouvement peut être corrigé. Les gagnants ne sont pas ceux qui évitent les erreurs. Ce sont ceux qui réduisent le coût des erreurs en avançant vite, petit et en ajustant. Donc, voici une contrainte mentale premium, la règle du coût acceptable. Avant de décider, tu te demandes quel est le coût maximum que je suis prêt à payer pour apprendre. Temps, argent, énergie, réputation. Si le coût est acceptable, tu agis. Si le coût est trop élevé, tu réduis la taille de l'action jusqu'à ce qu'elle devienne acceptable. C'est comme ça qu'on passe de la peur à la précision. Exemple, tu veux investir, mais tu as peur de perdre beaucoup. Réduis. Commence avec un montant qui ne te détruit pas psychologiquement. Tu entraînes ton système, tu apprends, tu montes ensuite. Tu ne combats pas la peur, tu l'éduques. Exemple, tu veux prendre la parole, mais tu as peur d'être jugé. Réduis. Commence en petit comité, puis élargis. L'overthinking disparaît quand tu as une échelle d'exposition. Maintenant, une question pour toi. Quelle décision te hante en ce moment parce que tu la gardes volontairement floue ? Tu sais c'est le cas, celle qui revient sous la douche, celle qui revient la nuit, celle qui te vide. Aujourd'hui, tu vas appliquer les contraintes. Tu vas la réduire à 2 options, tu vas fixer une deadline, tu vas définir un test, tu vas choisir un coût acceptable et tu vas avancer. Voici un outil très simple que tu peux utiliser à chaque fois. La carte 3 lignes. Ligne 1, la décision en une phrase. Ligne 2, 2 options maximum. Ligne 3, la prochaine action test en moins de 5 minutes. Tu écris, puis tu fais l'action. Tu ne réfléchis pas après l'écriture, tu exécutes. Ce système marche parce qu'il traite le vrai problème, l'énergie mentale dispersée.
L'overthinking est comme une entreprise sans budget. Tout le monde parle, personne n'exécute. Les contraintes sont ton budget. Elles obligent l'action. Il y a aussi une contrainte sociale qui change tout. Ne discute pas de ton dilemme avec 10 personnes. Tu vas multiplier les opinions et donc la confusion. Choisis une seule personne stable, compétente et bien intentionnée. Ou mieux, écris pour toi. La plupart des gens utilisent les conversations comme un anesthésiant. Ils cherchent à se calmer, pas à décider. Toi, tu cherches à trancher. Je veux terminer ce chapitre avec une idée qui peut te faire gagner des années. L'overthinking n'est pas un manque de solution, c'est un manque d'engagement. Tant que tu gardes toutes les portes ouvertes, tu crois rester libre. En réalité, tu restes immobile. La vraie liberté, c'est de choisir une porte et d'apprendre à la rendre bonne. La décision n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être assumée. Et le moment waouh, le voilà. Quand tu choisis vraiment, ton cerveau se calme non pas parce que tout est certain, mais parce que tout est clair. Et la clarté est plus puissante que la certitude. La certitude est rare, la clarté est une compétence. Dans le prochain chapitre, tu vas apprendre à désamorcer la rumination émotionnelle, celle qui revient après coup, celle qui rejoue les conversations, qui invente des regrets et qui te vole la paix même quand la décision est déjà prise. Chapitre 4. Désamorcer la rumination émotionnelle. Tu peux arrêter de suranalyser avant d'agir, puis te faire rattraper après. C'est la forme la plus sournoise. Tu as envoyé le message, tu as pris la décision, tu as parlé, et pourtant, ton cerveau relance le film. Il repasse la scène, il corrige tes phrases, il imagine ce que l'autre a pensé, il invente des conséquences, il te réveille la nuit avec un détail. Ce n'est plus de la préparation, c'est de la rumination. Et la rumination, ce n'est pas réfléchir, c'est payer 2 fois. Tu paies l'événement, puis tu paies la relecture. La rumination est un faux contrôle après coup. Ton cerveau croit qu'en rejoint, il évite que ça se reproduise. En réalité, il entretient une blessure ouverte, il crée une dette émotionnelle. Et cette dette se transforme en fatigue, en irritabilité, en baisse de confiance, parfois même en sabotage. Parce qu'un esprit qui rumine n'ose plus s'exposer. Il associe l'action à la souffrance mentale. Tu ne dois pas calmer cette rumination avec des distractions. Tu dois la transformer en apprentissage, puis la fermer, comme un dossier, pas comme une série Netflix. Voici la règle premium. Toute rumination doit être convertie en une seule action ou en une seule leçon, puis stoppée. Sinon, elle reste du poison. Pourquoi tu rumines? Souvent pour 3 raisons. Tu cherches une validation rétroactive, tu veux être certain que tu as bien fait, tu cherches une réparation imaginaire, tu veux réécrire le passé, ou tu cherches une sécurité future, tu veux empêcher un risque similaire. Dans les 3 cas, tu es en train de négocier avec l'incertitude. Mais l'incertitude ne signe jamais. La solution est simple. Tu dois séparer 2 choses, les faits et l'histoire. Les faits, c'est ce qui s'est passé objectivement. Les mots prononcés, le résultat réel, le mail envoyé, la décision prise. L'histoire, c'est ce que ton cerveau ajoute. Il m'en veut, j'ai l'air idiot, j'ai raté ma chance, je vais perdre sa confiance, je suis nul. L'histoire est émotionnelle, et plus tu la répètes, plus elle devient vraie dans ton corps. Tu vas apprendre à couper l'histoire, garder les faits et produire une conclusion utile. Je te donne un protocole en 3 minutes. Oui, 3 minutes, parce que si tu lui donnes 30 minutes, tu nourris le monstre. Étape 1. Nommer la boucle. Je suis en train de ruminer, je rejoue, je cherche une certitude après coup. Rien que nommer te remet au-dessus du cycle. Étape 2. Écrire 2 colonnes, mentalement ou sur note, fait, histoire. Dans fait, tu mets 3 points maximum. Dans histoire, tu mets la phrase qui te torture. Exemple, fait, j'ai demandé une augmentation, il a dit qu'il allait y réfléchir, la réponse est dans 1 semaine. Histoire, il pense que je suis prétentieux et il va me bloquer. Tu vois la différence. L'histoire est une hypothèse. Une hypothèse n'a pas le droit de diriger ta semaine. Étape 3. Transformer en action. Tu choisis une seule action, soit de réparation, soit de progression. Une seule. Exemple, action, préparer 3 résultats concrets à rappeler lors du prochain échange, ou envoyer un message court de clarification si nécessaire, ou décider de ne rien faire et d'attendre la date prévue.
parce que l'attente fait partie du jeu. La rumination veut te faire agir dans la panique. Toi, tu agis dans la stratégie. Ensuite, tu fermes. Tu dis intérieurement « dossier fermé jusqu'à la prochaine information réelle ». C'est ça qui rend ton cerveau adulte. Tu refuses de lui donner du carburant imaginaire. Prenons un exemple en relation. Tu as eu une conversation tendue, tu rentres chez toi, ton cerveau repart. J'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Et s'il me quitte? Et s'il me respecte moi? Là, tu appliques le protocole. Fait. J'ai exprimé un besoin, il a été surpris, la discussion est restée ouverte. Histoire, je suis trop exigeant, je vais être abandonné. Action, proposer un moment calme pour reprendre la discussion, avec une phrase simple, ou écrire ton besoin en une phrase claire. Puis stop. Tu n'as pas besoin de rejouer 100 fois. Tu as besoin d'un prochain pas réel. Maintenant, l'argent. C'est un terrain brutal pour la rumination. Tu as fait un achat inutile, tu as perdu sur une décision, tu as raté une opportunité. La rumination arrive avec une arme, la honte. Et la honte pousse soit à l'inaction, soit à la compensation. Tu veux te refaire, tu veux réparer vite. Erreur classique. Un esprit qui rumine sur l'argent est un esprit vulnérable aux mauvaises décisions. Donc, protocole. Fait, j'ai perdu X, j'ai pris la décision avec telles infos, la perte est réelle. Histoire, je suis mauvais avec l'argent, je n'y arriverai jamais. Action, poser une règle, un plafond de risque, un rituel de décision, une règle écrite en une phrase. Ensuite, tu fermes. Tu ne dois pas te punir mentalement, tu dois te structurer. Les riches ne se parlent pas comme des ennemis, ils se corrigent comme des investisseurs, froidement, calmement, avec respect. Il y a une idée libérante. La rumination est souvent un besoin de se sentir bon. Tu veux être épinglé. Mais la vie ne récompense pas l'impeccabilité. Elle récompense la capacité à récupérer vite. Le vrai avantage compétitif, ce n'est pas de ne jamais se tromper, c'est de ne pas rester coincé dans le regret. Pose-toi une question importante. Est-ce que rejouer cette scène te rend meilleur ou juste plus fatigué? Si la réponse est fatigué, tu sais que c'est de la rumination et tu dois la traiter comme un parasite, pas comme une sagesse. Maintenant, voici la technique la plus puissante pour fermer un dossier. Le post-mortem propre. Une fois, pas 10. Tu le fais une seule fois, volontairement, avec structure, puis tu arrêtes. Tu prends 5 lignes, pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais amélioré? Quelles règles j'adopte maintenant? Quelle action je fais la prochaine fois? Terminé. Le cerveau adore les boucles ouvertes. Tu lui donnes une conclusion, il se calme. La rumination baisse quand tu as un plan. Une nuance importante. Parfois, la rumination n'est pas un problème de technique, c'est un problème d'environnement. Si tu es épuisé, ton cerveau rumine plus. Si tu dors mal, ton esprit devient dramatique. Si tu es surstimulé, tu es plus sensible. Donc, tu dois aussi protéger ton système. Sommeil, marche, silence, moins d'écran le soir. Ce n'est pas du bien-être, c'est de la performance mentale. Un cerveau reposé ferme les dossiers plus facilement. Et maintenant, la partie la plus fine, le besoin de contrôle sur l'image. Beaucoup ruminent parce qu'ils veulent être perçus parfaitement. Ils veulent éviter toute erreur sociale. Mais personne ne se souvient de tes phrases comme toi. Les gens se souviennent surtout de l'énergie. Si tu as été clair et respectueux, tu as déjà gagné. La perfection sociale n'existe pas. Ce qui existe, c'est la présence. Et la présence vient quand tu acceptes d'être humain. Tu peux aussi utiliser un outil radical, la phrase de clôture. Quand la rumination revient, tu répètes la même phrase toujours, comme un code. Je n'ai pas plus d'informations, donc je n'ai rien à résoudre maintenant. Puis tu reviens au présent. Une tâche, un mouvement, une respiration. Au début, ton cerveau résiste, puis il apprend. Il comprend que la boucle n'est plus rentable. Voilà le moment waouh. La rumination te fait croire que tu es fragile. En réalité, elle révèle que tu prends ta vie au sérieux. Tu veux bien faire, tu veux réussir. Mais si tu veux vraiment gagner, tu dois arrêter de te juger avec violence. Tu dois te traiter comme une personne en construction. Avec exigence, oui, mais avec calme. Parce qu'un esprit qui se respecte se corrige vite. Un esprit qui se méprise se bloque. Laisse-moi te poser une question importante. Quelle scène tu rejoues le plus dans ta tête en ce moment? Et quelles règles simples tu vas écrire aujourd'hui pour fermer ce dossier une bonne fois pour toutes? Chapitre 5. Tolérer l'incertitude comme un adulte.
L'overthinking est rarement un problème de pensée. C'est un problème de tolérance. Tu ne supportes pas le flou, tu ne supportes pas l'attente, tu ne supportes pas l'idée qu'une décision puisse être imparfaite. Alors tu restes dans ta tête, parce que ta tête te donne une illusion de contrôle. Tu te dis, si je réfléchis encore un peu, je vais sentir le bon choix. Mais ce bon choix que tu attends, c'est souvent une sensation de sécurité. Et cette sensation ne vient pas de l'analyse, elle vient d'une compétence bien plus rare, la capacité à avancer sans être rassuré. Les gens qui gagnent ne sont pas ceux qui ont moins de peur, ce sont ceux qui agissent pendant que la peur parle, calmement, sans drame, sans se raconter d'histoire. Il y a une vérité dure à accepter. Tu ne peux pas supprimer l'incertitude. Tu peux seulement décider comment tu la portes. Soit tu la portes avec une méthode et tu restes stable, soit tu la portes avec de la rumination et tu t'épuises. Le monde appartient à ceux qui savent fonctionner sans garantie. Regarde l'argent. Tout le monde veut investir au bon moment. Tout le monde veut acheter au plus bas, vendre au plus haut, ne jamais regretter. Et à force de chercher la perfection, beaucoup restent spectateurs pendant des années. Ils appellent ça prudence. En réalité, c'est une peur déguisée. L'adulte financier fait l'inverse. Il se dit « Je ne contrôle pas les marchés, je contrôle mon système. Montant régulier, horizon long, risque calibré. Et surtout, la capacité de supporter la volatilité sans paniquer. Le calme vaut plus que le génie. Regarde la carrière. Beaucoup suranalysent parce qu'ils veulent éviter le jugement. Ils veulent être certains d'être aimés, compris, validés. Ils veulent un environnement sans friction. Mais la progression, elle, crée forcément de la friction. Demander une augmentation, prendre plus de responsabilités, changer de rôle, lancer un projet, tout ça implique un risque social. Quelqu'un peut dire non, quelqu'un peut être froid, quelqu'un peut te tester. Si tu ne tolères pas ça, tu restes au même endroit. Regarde les relations. L'overthinking explose dès qu'il y a une zone grise, une réponse lente, un message ambigu, une soirée où l'autre est distant. Ton cerveau veut conclure tout de suite. Il m'aime ou pas, il me respecte ou pas, ça va durer ou pas. Et au lieu de vivre la relation, tu deviens analyste de signaux. Tu oublies le plus important. Les relations ne se construisent pas sur l'interprétation, elles se construisent sur la clarté et le temps. Donc, le vrai muscle à développer, c'est la tolérance à l'incertitude. Je te donne une image simple. L'incertitude, c'est comme le froid. Si tu n'y as jamais exposé, le moindre courant d'air te semble insupportable. Si tu t'y exposes progressivement, tu deviens robuste. Et tu ne deviens pas robuste en lisant des livres sur le froid. Tu deviens robuste en faisant de petites expositions. Pareil ici. Voici une pratique très puissante. L'exposition graduée au flou. Tu choisis volontairement de petites situations où tu acceptes de ne pas savoir et tu restes stable dedans. Exemple. Envoyer un message important sans le relire 10 fois. Publier quelque chose à 80% au lieu d'attendre le 100%. Faire une demande claire sans préparer un discours de 20 minutes. Dire « je te réponds demain » au lieu de régler tout maintenant. Prendre une petite décision financière récurrente sans chercher le timing parfait. Ça a l'air banal. C'est exactement pour ça que c'est efficace. Tu entraînes ton système nerveux à une nouvelle réalité. Je peux ne pas savoir et rester OK. L'overthinking te fait croire que ne pas savoir est dangereux. La maturité te montre que ne pas savoir est normal. Maintenant, je veux te donner une règle d'or. La règle des 3 certitudes. Dans n'importe quelle situation floue, tu n'as pas besoin de certitude totale. Tu as besoin de 3 certitudes seulement. Ce que tu contrôles, ce que tu ne contrôles pas et ce que tu fais maintenant. Ce que tu contrôles, ton action, ton cadre, ton attitude, ta prochaine étape. Ce que tu ne contrôles pas, les réactions des autres, le timing parfait, le futur exact. Ce que tu fais maintenant, une action courte, puis tu attends le réel. Cette règle te rend puissante parce qu'elle coupe le fantasme de maîtrise. Tu arrêtes de demander à la vie de te garantir un résultat. Tu te garantis une conduite. Micro-histoire. Un jeune entrepreneur veut proposer un partenariat à une grosse chaîne. Il écrit un message, puis il le réécrit 20 fois. Il cherche la phrase qui rendra le oui inévitable. Il n'existe pas. Il attend 2 semaines. Rien ne se passe. Un autre, moins brillant, envoie un message simple, propre, direct. Il prend un non, puis un silence, puis un oui de quelqu'un d'autre.
Au bout de 2 mois, il a un partenariat. Le premier a un brouillon parfait. La différence n'est pas l'intelligence, c'est la tolérance au non, au silence, au flou. Le second accepte l'incertitude comme le prix de l'entrée. Autre micro-histoire, relation. Une personne voit « vu » sans réponse. Son cerveau s'enflamme. Elle rouvre l'appli 10 fois. Elle écrit un deuxième message trop long. Elle se trahit. L'autre se sent pressé, se ferme et la situation se dégrade. Une autre personne voit le même silence. Elle récèle l'inconfort, elle respire, elle se dit « je ne sais pas donc je ne conclus rien », elle continue sa journée, elle attend 24 heures, puis elle envoie une phrase simple, claire, sans accusation « tout va bien de ton côté ?» Résultat, la relation reste saine. La différence n'est pas le charme, c'est le niveau de stabilité dans le flou. Tu vois le principe. L'overthinking est souvent un effort désespéré pour éviter une émotion. L'émotion de ne pas savoir, l'émotion d'attendre, l'émotion d'être potentiellement rejeté. Mais cette émotion, tu dois apprendre à la porter, pas la fuir, parce que plus tu la fuis, plus elle te contrôle. Voici une question directe. Quand tu suranalyses, quelle émotion tu refuses de ressentir? La peur, la honte, l'impatience, la solitude, le besoin d'approbation? Sois honnête, parce que c'est là que se trouve la sortie. Maintenant, je te donne un outil qui change la vie. Le contrat de correction. Tu te dis ceci, je choisis maintenant et je m'autorise à corriger plus tard. Cette phrase casse la rigidité mentale. L'overthinker veut choisir une fois pour toutes. Il veut éviter la correction, parce que corriger ressemble à admettre une erreur. Mais dans le monde réel, corriger est la preuve d'intelligence. Les gens puissants ne se marient pas à leurs décisions. Ils se marient à leur trajectoire. Donc, tu fais un choix, petit et réversible quand c'est possible, puis tu observes, puis tu ajustes. C'est la stratégie de la vie. C'est aussi la stratégie de l'argent. Investir régulièrement, ajuster le risque selon ta situation, apprendre, améliorer. C'est la stratégie d'une carrière. Tester, apprendre, évoluer. C'est la stratégie d'une relation. Communiquer, réparer, grandir. Tu vas noter quelque chose de fascinant. Plus tu pratiques la correction, moins tu as peur de décider. Parce que ton cerveau comprend que la décision n'est plus un piège, c'est un mouvement. Et maintenant, la pièce finale, la confiance. Les gens croient que la confiance vient avant l'action. C'est faux. La confiance vient après la répétition de décisions prises dans l'incertitude. Chaque fois que tu choisis sans être sûr et que tu survis, ton système apprend. Je peux gérer, je peux m'adapter, je peux me relever. Cette confiance-là est solide. Elle ne dépend pas d'un résultat parfait. Elle dépend de ton endurance mentale. Alors la question n'est plus comment ne plus penser. La question devient comment devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de penser autant pour agir. Et la réponse est simple. En s'entraînant à rester stable dans le flou. Je termine avec un moment waouh que tu dois garder en tête. Le problème de l'overthinking, ce n'est pas que tu penses trop, c'est que tu confonds la paix avec la certitude. La vraie paix vient d'une autre source. La paix vient de ta capacité à avancer sans garantie, avec une méthode, avec une identité stable et avec une confiance profonde dans ta capacité à corriger. À ce niveau-là, l'incertitude ne disparaît pas, elle devient ton terrain de jeu. Et c'est exactement là que les autres abandonnent, pendant que toi, tu construis. Chapitre 6. La décision en 2 niveaux. Si tu es un overthinker, tu crois que chaque décision est un engagement total, comme si choisir une option signifiait perdre toutes les autres pour toujours. C'est ça qui te bloque. Tu ressens le choix comme un piège, et ton cerveau, pour se protéger, repousse. Il cherche une preuve ultime. Il cherche la bonne sensation. Il cherche un signe. Et plus il cherche, plus il s'embrouille. La solution est simple et extrêmement puissante. Tu ne prends plus des décisions tout ou rien. Tu prends des décisions en 2 niveaux. Niveau 1, une décision de direction. Niveau 2, une décision d'exécution. La plupart des gens mélangent les deux. Ils veulent décider de la direction et de tous les détails d'un coup. C'est comme vouloir choisir une ville où vivre et en même temps choisir la couleur des rideaux. Ça surcharge le cerveau, ça nourrit l'overthinking et ça te fait perdre le temps le plus précieux, celui du mouvement.
Une décision de direction répond à une question très simple. Dans quelle direction je veux aller? Pas comment, pas parfaitement, juste la direction. Exemple, je veux augmenter mes revenus. Je veux être en meilleure forme. Je veux une relation plus saine. Je veux un business plus stable. Je veux arrêter de dépendre du regard des autres. Direction. Une décision d'exécution répond à une autre question. Quelle est la prochaine action précise que je fais maintenant? Une seule. Exécution. Quand tu sépares les deux, ton cerveau respire, parce qu'il comprend que tu n'es pas en train de signer un contrat éternel. Tu es en train de choisir une trajectoire, puis un pas. Maintenant, appliquons ça à l'argent. Beaucoup de gens suranalysent parce qu'ils veulent la meilleure stratégie. Ils lisent tout, ils comparent tout. Ils pensent que s'ils se trompent, ils vont perdre des années. Résultat, ils ne commencent pas. Décision en 2 niveaux. Direction, je veux construire mon indépendance financière sur le long terme. Exécution, je mets en place un virement automatique mensuel, modeste, et je le maintiens 3 mois. C'est tout. Tu ne cherches pas à être brillant, tu cherches à être constant. La constance vaut plus que la sophistication. Et surtout, tu crées une preuve. Ton cerveau se calme quand il voit un système tourner. Carrière, direction, je veux évoluer vers un rôle mieux payé ou plus aligné. Exécution, je contacte une personne par jour pendant 10 jours, ou je mets à jour mon CV en 1 heure et je l'envoie à 3 offres. Pas 30, 3. Le but n'est pas de gagner la guerre en un soir. Le but est de quitter l'immobilité. L'overthinking meurt quand l'action devient régulière. Relation, direction, je veux une relation claire, respectueuse, stable. Exécution, je pose une question simple au lieu d'interpréter, ou je dis une limite en une phrase, ou je propose un moment de discussion. Pas un discours, une action. Les relations souffrent moins de manque d'amour que de manque de clarté. Maintenant, voici un point subtil. Le niveau 1 doit être rare. Le niveau 2 doit être fréquent. Tu ne changes pas de direction toutes les semaines. C'est ça qui rend l'esprit instable. L'overthinker aime changer de direction parce que ça crée une sensation de nouveauté. Mais cette nouveauté est souvent une fuite du travail réel. Donc, tu choisis une direction et tu la gardes assez longtemps pour qu'elle produise des résultats. Je te donne une règle simple. Une direction se juge sur des semaines ou des mois, pas sur des heures. Ton cerveau veut des résultats immédiats. Ton futur, lui, répond au temps. Niveau 2, au contraire, se juge sur des minutes et des jours. Tu exécutes chaque jour, tu ajustes, tu avances. C'est comme ça que tu combines stabilité et flexibilité. Stabilité dans le cap, flexibilité dans les actions. Et c'est exactement ce qui manque aux overthinkers. Ils sont flexibles sur le cap et rigides sur l'action. Ils changent de plan sans agir. Ils veulent agir seulement quand le plan est parfait. Résultat, rien ne bouge. Inverse ça. Cap stable, action adaptable. Maintenant, je veux te donner un outil concret pour installer cette méthode. La fiche 1-3-1. Tu la fais sur une feuille ou une note. Une direction, une phrase, 3 actions possibles, 3 options maximum, une action choisie, une seule pour aujourd'hui. Exemple business, direction, augmenter mes ventes. 3 actions possibles, améliorer la page de vente, contacter 10 prospects, créer une offre plus simple. Action du jour, contacter 10 prospects. Tu le fais, tu coches, terminé. Exemple santé, direction, retrouver de l'énergie. 3 actions, marcher 30 minutes, dormir plus tôt, réduire le sucre. Action du jour, marche 30 minutes. Tu le fais, tu coches. Exemple mental, direction, réduire l'overthinking. 3 actions, respiration 2 minutes, écrire fait histoire, action 5 minutes. Action du jour, écrire fait histoire sur le dilemme du moment. Tu le fais, tu coches. Ce système paraît presque trop simple. C'est le but. Les systèmes simples sont ceux qui survivent dans une vie réelle. Les systèmes complexes flattent l'ego, puis ils meurent. Maintenant, parlons du poison principal de l'overthinking, la recherche de la décision parfaite. La perfection n'est pas une stratégie, c'est une peur de se tromper, donc une peur d'apprendre.
Mais si tu veux progresser, tu dois accepter une réalité adulte. Tu vas te tromper. Parfois petit, parfois moyen, rarement grave si tu sais réduire les risques. Et la compétence la plus rentable n'est pas d'éviter toutes les erreurs, c'est de les rendre peu coûteuses. Voilà pourquoi la décision en 2 niveaux est si puissante. Elle réduit le coût. La direction te donne un sens, l'exécution te donne des tests. Tu apprends vite, tu corriges vite. Tu n'es plus prisonnier de ton premier choix. Prenons un cas très réel. Tu hésites à lancer une chaîne YouTube, un business, un produit. Tu veux être sûr que ça marche. Impossible. Direction, je veux construire un actif qui me rapporte sur le long terme. Exécution, je publie 5 contenus en 10 jours, puis j'analyse les retours. Tu ne t'engages pas pour 10 ans, tu t'engages pour un test court. L'overthinking perd sa prise parce que tu as converti le futur incertain en expérience concrète. Et maintenant, le moment waouh. L'overthinking te fait croire que décider est dangereux. La vérité est l'inverse. Décider te protège. Parce qu'une fois que tu as décidé, tu n'es plus attaqué par 1000 scénarios. Tu as une ligne, même si elle n'est pas parfaite. Tu as une direction et ton cerveau, enfin, peut se reposer. Le repos mental ne vient pas quand tu as trouvé la certitude, il vient quand tu as choisi un cap et que tu avances. C'est ça, la liberté. Dans le prochain chapitre, tu vas apprendre à créer une hygiène mentale quotidienne pour empêcher les boucles de se reformer et surtout pour récupérer ton attention parce que l'attention est ton capital le plus rare et le plus monétisable. Chapitre 7. Hygiène mentale, protéger ton attention. Si tu veux vraiment arrêter de trop penser, tu dois accepter une vérité simple. Ton cerveau n'est pas seulement un outil de réflexion, c'est aussi un système exposé. Exposé aux écrans, aux notifications, aux urgences des autres, aux comparaisons, aux micro-stress, aux contenus anxiogènes, aux conversations inutiles. Et quand ton attention est fragmentée, l'overthinking devient presque inévitable. Parce qu'un esprit coupé en morceaux cherche une cohérence. Il la cherche en tournant en boucle. C'est pour ça que certaines journées te rendent fou mentalement sans raison apparente. Ce n'est pas ta vie qui est plus complexe, c'est ton attention qui est plus sale. L'hygiène mentale, c'est l'équivalent de l'hygiène physique. Tu ne te demandes pas si tu dois te laver, tu le fais parce que tu sais ce qui se passe sinon. Pour ton esprit, c'est pareil. Sans hygiène, tu accumules des déchets mentaux, et ces déchets deviennent du bruit, puis de la rumination, puis de l'anxiété, puis des décisions faibles. Et tu veux un résultat très concret. Moins d'overthinking, c'est plus d'argent, plus de clarté, plus de performance. Parce que l'attention est ton capital le plus rentable. Elle produit ton travail, tes relations, ta santé, ton discernement. Quand tu la protèges, tu deviens dangereux. Première règle, tu ne peux pas empêcher ton cerveau de penser, mais tu peux empêcher ton cerveau d'être agressé. La majorité de l'overthinking moderne n'est pas naturelle, elle est alimentée par la surstimulation. Tu vas donc installer une hygiène mentale en 4 blocs. Entrée, filtre, nettoyage, fermeture. Entrée, c'est comment tu commences ta journée. Si tu commences par ton téléphone, tu laisses le monde choisir ton état mental. Messages, notifications, news, comparaisons. Ton cerveau démarre en réaction. Un cerveau réactif rumine plus. Une entrée premium, c'est l'inverse. 10 minutes sans écran. Juste toi. Respiration, eau, lumière. Une phrase d'intention, puis une seule priorité. Ça paraît banal, c'est un avantage stratégique. Je te pose une question. Qui décide de ton cerveau le matin, toi ou ton téléphone? Deuxième bloc, filtre. Le filtre, c'est ce que tu laisses entrer dans ta tête pendant la journée. Chaque rupture est une petite rupture, chaque rupture crée une micro-tension. Et ces micro-tensions s'accumulent. À la fin, ton cerveau est agité. Et quand il est agité, il cherche une sortie. L'overthinking devient la sortie. Donc, tu mets un filtre simple. Tu regroupes les messages, tu désactives les notifications non essentielles, tu choisis 2 ou 3 moments pour consulter, pas 20. Tu réapprends à être indisponible. Les gens riches en attention ne sont pas ceux qui répondent vite, ce sont ceux qui répondent avec intention. Le filtre concerne aussi le contenu. Si tu consommes du contenu anxiogène, tu entraînes ton cerveau à chercher des risques. Si tu consommes de la comparaison, tu entraînes ton cerveau à douter. Si tu consommes trop d'opinions, tu entraînes ton cerveau à hésiter.
On ne parle pas de morale, on parle de résultat. Ton cerveau devient ce qu'il consomme. Troisième bloc, nettoyage. C'est le moment où tu retires les déchets mentaux accumulés. Parce que même avec un bon filtre, il y a du stress, il y a du flou, il y a des émotions. Si tu ne nettoies pas, ça s'accroche. Et la nuit, ça rumine. Le nettoyage le plus efficace est simple, externaliser, sortir de la tête. Écrire, 3 minutes. Qu'est-ce qui tourne? Qu'est-ce qui est réel? Quelle est la prochaine action? C'est la version hygiène de tout ce qu'on a vu. Tu transformes le bruit en ordre. Un autre nettoyage puissant est physique. Marche, douche froide, tiède, étirement, respiration lente. Ton corps est un aspirateur à stress. Si tu ne bouges pas, le stress reste coincé et il se transforme en pensée. Beaucoup de gens confondent un problème mental avec un problème physiologique. Ils ne bougent pas, ils ne dorment pas, ils sont surstimulés, puis ils se demandent pourquoi leur esprit est agité. La réponse est évidente. Tu traites ton cerveau comme un moteur, mais tu ne fais jamais la maintenance. Quatrième bloc, fermeture. C'est le rituel du soir. La plupart des overthinkers n'ont pas de fermeture, donc le cerveau continue de travailler dans le lit. Il ouvre des dossiers, il rejoue des scènes, il anticipe demain, parce qu'il n'a reçu aucun signal de fin. La fermeture, c'est un geste mental qui dit « la journée est terminée ». Tu fais 3 choses. Tu notes la première action de demain en une phrase, tu notes une leçon courte de la journée et tu choisis une limite d'écran avant sommeil, même si elle est petite. 20 minutes, 30, mais une limite. Sinon, tu dors avec des microchocs de dopamine et d'anxiété et ton cerveau reste en alerte. Une fermeture propre, c'est un luxe que tu peux t'offrir gratuitement. Maintenant, je veux que tu vois comment l'attention se monétise pour que tu comprennes l'enjeu. L'overthinking te rend lent, la lenteur te rend invisible, l'invisible ne gagne pas. Un entrepreneur lent rate des opportunités, un créateur lent perd la régularité, un salarié lent n'ose pas demander, négocier, proposer, un investisseur lent se laisse guider par l'émotion. Dans tous les cas, la lenteur vient d'une attention fragile. Donc, quand tu construis une hygiène mentale, tu construis du levier, tu récupères du temps, tu récupères de la clarté, tu récupères de l'énergie. Et avec ça, tu exécutes, tu deviens constant, tu deviens fiable, tu deviens une personne qui n'est pas en panique interne. Les gens confondent talent et stabilité. La stabilité est souvent plus rentable. Maintenant, une règle simple que j'utilise souvent comme mentor. Si tu te sens confus, ton problème n'est pas la complexité, c'est la surcharge. Dans ce cas, tu ne dois pas ajouter, tu dois soustraire. Soustraire une tâche, soustraire un canal, soustraire une conversation, soustraire un feed, soustraire une décision. Tu coupes du bruit et tu reviens au réel. L'overthinking adore l'accumulation. La clarté adore la soustraction. Micro-histoire. Un jeune ambitieux travaille sur un projet. Il regarde 20 vidéos, lit 5 livres, demande 10 avis. Il finit par douter de tout. Il ne sait plus quoi faire. Il devient cynique. Il croit qu'il est lucide. En réalité, il est surchargé. Un jour, il coupe tout. Il garde un seul plan, il fait une seule action par jour. Le stress baisse, les résultats montent. Il réalise une chose. Ce n'était pas un manque de motivation, c'était un excès de bruit. L'hygiène mentale, c'est choisir ce que tu ne laisses pas entrer. Maintenant, je veux que tu fasses un exercice interactif. Réponds mentalement. Quelle est ta principale source de pollution mentale? Notifications, réseaux, news, comparaison, discussions inutiles, indécision permanente, manque de sommeil. Choisis une seule source, une, et demande-toi qu'est-ce que je peux réduire de 20% dès aujourd'hui. Pas supprimer, réduire, parce que la constance gagne. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, tu as besoin d'une attention propre. Et voici le moment waouh! Quand ton attention devient propre, ton cerveau n'a plus besoin de ruminer pour se sentir en contrôle. Il se sent en contrôle parce que ton environnement est stable, ton rythme est stable, tes décisions sont cadrées, tu ne te fais plus voler ton calme par des choses qui n'ont pas d'importance. C'est là que l'overthinking commence vraiment à mourir, pas dans un grand discours, dans une routine silencieuse. Dans le prochain chapitre, tu vas apprendre à créer une identité anti-overthinking, une manière de te voir qui rend la rumination incompatible avec ton image de toi-même. Parce que le niveau ultime n'est pas de gérer l'overthinking, c'est de devenir quelqu'un pour qui l'overthinking n'est plus naturel. Chapitre 8. Devenir quelqu'un qui ne rumine plus. Jusqu'ici, tu as appris des techniques. Couper la boucle, mettre des contraintes,
fermer les dossiers, tolérer l'incertitude, protéger ton attention. Tout ça fonctionne. Mais il reste une pièce maîtresse. Si tu veux que ce changement dure, tu dois changer d'identité. Parce que ce que tu fais une fois est un effort. Ce que tu es devient automatique. La plupart des gens essaient de contrôler leurs pensées, mais ils gardent la même image d'eux-mêmes, une image fragile, une image qui dit « je suis quelqu'un qui doute, je suis quelqu'un qui réfléchit trop, je suis quelqu'un qui a besoin d'être sûr, je suis quelqu'un qui se perd dans sa tête ». Et tant que cette phrase vit en toi, tu vas continuer à te comporter comme elle. Tu ne changes pas durablement en te motivant, tu changes en changeant la personne que tu crois être. Voici la vérité premium. L'overthinking n'est pas ton intelligence, c'est ton identité de contrôle. Tu crois que si tu lâches l'analyse, tu perds ton avantage. Tu crois que ton cerveau est ton arme, donc tu le laisses tourner. Mais une arme qui tire dans tous les sens n'est pas une arme, c'est un danger. Le vrai avantage, ce n'est pas de penser plus, c'est de penser juste, puis d'agir. Donc tu vas créer une nouvelle identité. Une identité simple, calme, efficace. Je suis une personne qui transforme le flou en action. Je suis une personne qui choisit vite et ajuste. Je suis une personne stable dans l'incertitude. Je suis une personne qui ne négocie pas avec les boucles. Ce n'est pas un mantra naïf, c'est un standard de comportement. Et pour que ce standard devienne réel, tu dois lui donner des preuves. C'est là que la transformation se joue. L'identité se construit avec des preuves répétées. Tu n'as pas besoin de grandes victoires, tu as besoin de petites victoires cohérentes. Voilà pourquoi le chapitre 8 est important. Il transforme tes outils en personnalité. Première pierre, la règle de l'exécuteur. Chaque jour, tu dois faire une action que ton cerveau aurait voulu repousser. Une seule, pas 10. Une. Un mail, un appel, une décision, un entraînement, une facture, une conversation. L'objectif n'est pas la performance, l'objectif est l'identité. Tu prouves à ton système « je suis une personne qui exécute même quand ça gratte ». Cette règle crée une confiance durable, pas parce que tout se passe bien, parce que tu tiens ta parole. Deuxième pierre, la règle du « moins mais fini ». Les overthinkers aiment les grandes listes, beaucoup de projets ouverts, beaucoup d'idées, peu de finition. Et ce manque de finition nourrit une anxiété permanente. Ton cerveau reste en dette, donc tu changes la règle, tu choisis moins et tu finis plus. Terminer est un calmant mental. Tu n'imagines pas le pouvoir psychologique d'une tâche clôturée. Une tâche finie réduit le bruit. Une tâche finie augmente l'estime. Une tâche finie te rend plus stable. Donc, chaque jour, tu finis quelque chose, même petit. Une page, un document, un entraînement, un rangement, une action commerciale, une tâche administrative. Tu t'entraînes à fermer des boucles. Et plus tu fermes, plus tu deviens quelqu'un qui ne rumine pas. Troisième pierre. La règle de l'échec propre. L'overthinking survit grâce à une peur, se tromper. Donc tu dois changer ta relation à l'erreur. Tu ne la romantises pas, tu ne la dramatises pas, tu la rends utile. Une erreur propre, c'est une erreur qui se transforme en règle. Tu fais un choix, tu te trompes, tu écris une leçon, tu ajustes, tu continues. Sans honte, sans histoire. Les gens puissants ne se punissent pas, ils se structurent. Quand tu te punis, tu renforces l'identité fragile. Quand tu te structures, tu renforces l'identité stable. Quatrième pierre, la règle du silence intérieur. L'overthinking adore le commentaire permanent, il parle sur tout, et ce commentaire crée un bruit émotionnel. Donc tu vas t'entraîner à des moments de silence, pas spirituels, utilitaires. Chaque jour, 10 minutes sans input, pas de musique, pas de podcast, pas de scroll. Juste marche, respiration ou simple présence. Au début, ton cerveau va protester, il va te dire que c'est inutile, c'est normal. Il perd une addiction, puis il se calme et tu récupères une chose rare, une pensée claire. Le silence est un outil de richesse mentale. Cinquième pierre, la règle de la décision rapide sur le petit. Beaucoup de gens veulent être confiants sur les grandes décisions, mais ils hésitent sur les petites. Ils prennent 3 minutes pour choisir un restaurant, une appli, un détail. Ils s'entraînent à l'hésitation. Et ensuite, ils s'étonnent d'hésiter sur le grand. Tu vas faire l'inverse. Les petites décisions se prennent vite. Tu choisis, tu passes, tu assumes. Tu libères ton attention pour le réel. Le cerveau apprend la vitesse de décision dans les petits gestes. Sixième pierre, la règle du présent rentable. Une grosse partie de l'overthinking, c'est du futur imaginaire. Et si ça rate? Et si je perds? Et si je regrette? Le futur imaginaire est infini, donc tu ramènes la question au présent rentable. Qu'est-ce qui crée de la valeur maintenant? Une action, un message, une compétence, un effort, une preuve. Le présent rentable te ramène au pouvoir, parce que le pouvoir se trouve toujours dans l'action du moment, pas dans la simulation.
Maintenant, micro-histoire. Une jeune femme brillante, diplômée, ambitieuse. Elle voulait lancer un service. Pendant des mois, elle a préparé branding, logo, pricing, nom. Elle changeait d'avis sans cesse. Puis un jour, elle décide de changer d'identité. Elle se dit « Je suis une exécutrice calme ». Elle lance une offre simple, elle contacte 10 personnes, elle vend à 2. Elle itère. 3 mois plus tard, elle a des clients réguliers. Ce n'est pas sa stratégie qui a tout changé, c'est son identité. Elle est passée de « je dois être sûr » à « je teste, j'ajuste, j'avance ». Et son cerveau a suivi. C'est ça que tu fais maintenant. Tu changes de camp. Tu passes du camp des penseurs anxieux au camp des bâtisseurs calmes. Je te donne un plan de 14 jours pour sceller cette identité. Chaque jour, tu fais 3 choses. Une action inconfortable de moins de 15 minutes, une tâche finie et 10 minutes sans input. C'est tout. Tu le fais 14 jours. Tu verras un phénomène. Ton cerveau aura moins d'espace pour tourner. Et surtout, tu commenceras à te respecter davantage. L'overthinking diminue quand l'estime augmente. Parce que tu n'as plus besoin de te prouver par la pensée, tu te prouves par l'action. Et voici le moment waouh. Ton cerveau n'a pas besoin d'être calmé, il a besoin d'être entraîné, comme un muscle. Tu n'es pas fragile, tu es conditionné. Et tout conditionnement peut être modifié par des preuves cohérentes. Dans le dernier chapitre, tu vas réunir tout le livre en une solution simple et définitive. Une manière de vivre où l'overthinking devient incompatible avec ton rythme, tes règles, ta vision et ta façon d'être. Et tu vas terminer ce livre avec une sensation rare, la paix. Non pas parce que tout est certain, mais parce que tu sais exactement quoi faire quand ton cerveau recommence. Chapitre 9. La solution simple et la paix durable. Tu veux une vérité adulte. Ton overthinking ne disparaîtra pas parce que tu l'as compris. Il disparaît quand tu changes ton mode de vie intérieur. Quand tu installes des règles si claires que la boucle n'a plus d'espace pour respirer. Parce qu'au fond, l'overthinking n'est pas un monstre, c'est une habitude de survie. Une stratégie ancienne qui dit « si je pense assez, je serai en sécurité ». Sauf que la sécurité n'est pas un état mental, c'est une compétence. Et tu viens de l'apprendre. Voici la solution simple. Tu ne cherches plus à arrêter tes pensées. Tu cherches à ne plus leur obéir quand elles deviennent inutiles. Tu passes d'un cerveau qui commande à un cerveau qui conseille. C'est un renversement d'autorité. Et c'est ça qui te rend libre. Le moment où tout change, c'est quand tu acceptes ceci. La paix ne vient pas de la certitude. Elle vient de ta capacité à gérer l'incertitude avec un système. Une personne pauvre mentalement cherche des garanties, une personne riche mentalement construit des protocoles. Et quand tu as un protocole, ton cerveau se calme parce qu'il sait quoi faire. Tu as maintenant ce protocole. Quand la boucle démarre, tu la nommes. Tu réduis la question, tu reviens au corps, tu fais une action courte. Ensuite, tu fermes le dossier jusqu'au prochain signal réel. C'est simple. Et c'est précisément pour ça que c'est puissant. Les solutions qui changent une vie ont toujours l'air trop simples, jusqu'au jour où tu les exécutes pendant 30 jours et tu réalises que tu ne reconnais plus ton propre esprit. La conclusion de ce livre tient en une phrase. Tu ne sors pas de l'overthinking en pensant mieux, tu en sors en vivant différemment. Regarde le parcours complet. Au début, tu croyais que ton problème était le bruit dans ta tête. En réalité, ton problème était l'absence de cadre. Tu as appris à couper net la boucle au moment où elle commence. Tu as appris à réduire les options parce que trop d'options fabriquent du chaos. Tu as appris à fermer la rumination après coup parce que rejouer n'est pas apprendre. Tu as appris la compétence la plus rare, tolérer le flou sans t'effondrer. Tu as appris à décider en 2 niveaux pour éviter de confondre direction et détail. Tu as appris l'hygiène mentale parce qu'un esprit agressé rumine toujours. Et tu as appris le niveau ultime, changer d'identité. Passer de « je suis quelqu'un qui doute » à « je suis quelqu'un qui transforme le flou en action ». Maintenant, voici ce que je te recommande pour rendre tout ça permanent, pas juste inspirant. Première recommandation, garde un système minimal, pas un système parfait. L'overthinker adore complexifier. Ne tombe pas dans le piège. Choisis un seul rituel quotidien court. 3 minutes d'écriture. Qu'est-ce qui tourne dans ma tête? Quelle est la question réelle? Quelle action de 5 minutes je fais maintenant? Et tu fais l'action immédiatement. Si tu fais ça chaque jour, ton cerveau apprend une nouvelle loi. Ici, une pensée doit servir une action, sinon elle meurt.
Deuxième recommandation. Installe une règle d'attention. L'overthinking est nourri par la fragmentation, donc tu choisis des plages sans notification. Pas toute la journée, juste 2 blocs de 60 à 90 minutes où personne ne peut te tirer hors de ton axe. Tu vas être surpris, pas seulement par ta productivité, par ton calme, parce que le calme est souvent un sous-produit de la continuité. Troisième recommandation. Entraîne ton corps comme si ton mental en dépendait, parce que c'est le cas. Marche, musculation, respiration lente, sommeil. Ce n'est pas un discours santé, c'est un levier de performance. Un cerveau épuisé dramatise, un cerveau reposé tranche. Si tu veux moins ruminer, protège ton énergie comme tu protèges ton argent. Quatrième recommandation. Choisis une contrainte par semaine, une seule. Par exemple, cette semaine, tu décides vite sur les petites choses. La semaine prochaine, tu termines une tâche par jour. La semaine suivante, tu arrêtes de relire tes messages 10 fois. Ces petites contraintes reprogramment ton identité sans te fatiguer. Tu construis une personne stable, pas un sprint de motivation. Cinquième recommandation. Utilise la correction comme stratégie, pas comme honte. Les gens qui suranalysent veulent éviter l'erreur parce qu'ils la vivent comme une condamnation. Change ça. Décide, teste, ajuste. Fais de la correction un réflexe noble. Tu vas sentir une chose rare apparaître, le courage calme, celui qui ne dépend pas d'un résultat, mais d'une capacité à rebondir. Maintenant, je veux que tu vois l'impact concret sur ta réussite. Quand tu rumines moins, tu exécutes plus. Quand tu exécutes plus, tu crées de plus de preuves. Quand tu as plus de preuves, tu doutes moins. Et quand tu doutes moins, tu prends de meilleures décisions d'argent, de carrière, de relations. C'est un cercle vertueux. L'overthinking t'enferme dans un cercle où tu penses pour te rassurer, puis tu n'agis pas, puis tu perds confiance. Le système que tu as construit fait l'inverse. Tu agis pour te prouver, puis tu te calmes, puis tu décides mieux. Et c'est là le grand retournement. Tu n'avais pas besoin de te sentir prêt, tu avais besoin de devenir quelqu'un qui avance même quand il ne se sent pas prêt. Je veux aussi te donner une recommandation qui touche au respect de soi. Arrête de te parler comme à un ennemi. Beaucoup d'overthinkers se battent contre eux-mêmes. Ils se traitent de faiblesse, ils se critiquent, ils se comparent. Et ensuite, ils s'étonnent que leur cerveau cherche le contrôle et la sécurité. Un esprit attaqué cherche à se protéger. Donc si tu veux être stable, tu dois être juste avec toi. Exigeant, oui, mais juste. Tu n'as pas besoin de violence intérieure pour devenir fort. Tu as besoin de standards clairs et d'une exécution tranquille. Si tu appliques ce livre sérieusement, voici ce qui va changer. Tu répondras moins à l'impulsion, tu seras moins prisonnier des scénarios, tu dormiras mieux, tu feras des actions plus simples, plus rapides, plus rentables, tu seras plus présent dans tes conversations parce que ton cerveau ne sera plus ailleurs, tu deviendras plus réable, donc plus respecté, et cette réhabilité, dans le monde réel, vaut de l'argent. Parce que les opportunités aiment 2 choses, la clarté et la constance. Tu n'as pas besoin de devenir une machine froide, tu as besoin de devenir une personne claire. Et la clarté, c'est la liberté. Je termine avec une dernière image. Ton esprit était comme une pièce pleine de miroirs. Tu te regardais réfléchir, tu te regardais hésiter, tu te regardais douter. Tu étais prisonnier de ton propre reflet. Ce livre t'a donné une porte. Cette porte s'appelle « L'action courte répétée dans un cadre ». Chaque fois que tu l'ouvres, tu sors du miroir. Et quand tu sors assez souvent, tu n'as plus besoin du miroir. Merci d'avoir écouté ce livre de Millionaire Library.